Le béton est devenu l'accompagnement quasi permanent de notre vie moderne. De grands architectes tels que Le Corbusier au couvent de la Tourette, Niemeyer à Brasilia, Alfonso Eduardo Redi à Rio de Janeiro, Vittoriano Vigano à Milan, Pierre Luigi Nervi au Palais des Sports de Rome, Saarinen à l'aéroport de New York, Kenzo Tange au Japon, Frank Lloyd Wright aux USA l'ont fait passer de la maîtrise de la technique à celle d'un langage plus profondément spatial. Vouant au béton un culte d'une rare intransigeance, Claude Parent et Paul Virilio exaltent l'idée de masse, de continuité, de compression, de contraction et les qualités épidermiques du matériau, comme en témoigne l'église Sainte-Bernadette de Nevers. Avant d'entamer notre débat, nous sommes allés avec Claude Parent sur un de ces chantiers, assister aux opérations de coffrage, de ferraillage et de coulage du béton armé. Ici, nous avons affaire à un emploi classique du béton armé. Alors, l'emploi classique, c'est les poteaux, la poutre, la dalle. Bon. Le poteau, c'est l'élément qui est fondé en sol, qui reçoit les charges transmises par compression, comme ceci, hein, du haut vers le bas. La poutre, c'est l'élément de franchissement de poteau à poteau. Oui, bien sûr. Donc, ça relie les têtes de poteau et ça franchit l'espace. Comme le béton a une certaine flexibilité et une certaine faculté de franchir de grandes portées, c'est donc l'élément majeur, la poutre. Oui, bien sûr. L'espace entre les poutres, le réseau des poutres, constitue l'emplacement de la dalle, puisque la dalle, c'est ce sur quoi on marche. C'est l'élément de plancher ou l'élément de couverture. C'est donc ou l'abri ou l'utilisation pour marcher, pour se tenir. Oui, vous voyez, donc les trois éléments constitutifs, ils sont complètement chaînés, ils sont intimement liés, mais ils n'ont pas la même fonction de base. Oui. Vous voyez, là, on assiste à l'opération de coffrage type, là, c'est-à-dire la classique, le coffrage de la dalle. Alors, les bastins sont posés comme ceci en croisillon. Ensuite, ils sont tenus par des étais verticaux que vous voyez là-bas et qui reposent sur le sol pour maintenir la rigidité du plan horizontal. Ensuite, vous avez par-dessus le coffrage proprement dit qui est fait avec les contreplaqués et vous coulez là-dessus. C'est la première opération, pratiquement c'est la première opération de mise en œuvre du béton armé. Au fond, c'est amusant, mais d'une manière tout à fait nouvelle et moderne, ça reprend les habitudes ancestrales, n'est-ce pas, pour pouvoir poser des voûtes autrefois sur des éléments d'été de bois. Oui, oui, mais dans le béton armé, dans la mise en œuvre du béton armé, tel que vous la voyez ici, dans ces problèmes simples, hein, vous avez une technique qui est connue et qui est répétée depuis, dans des matériaux différents depuis de longues années, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est un truc d'ailleurs assez sympathique. Finalement, au fond, ce qui est amusant, on peut dire même devant un problème enfin aussi technique, il y a une espèce de participation humaine qui me fait penser un peu à votre point de vue sur je dirais, la matière vivante du béton en quelque sorte. Oui. Ce matériau qui est par lui-même est en quelque sorte amorphe, a besoin par conséquent d'éléments directeurs qui font partie de sa texture, qui sont constitués particulièrement par l'acier. Oui. Le ferraillage, on le voit très bien ici, voyez-vous. Ici, nous assistons à la préparation du coulage d'une poutre voile parce qu'elle est assez étroite. Alors, nous avons le premier coffrage qui est là, en place, puis le positionnement de l'armature d'acier, et ensuite viendra le second coffrage et le coulage du béton à l'intérieur des deux coffrages. Alors, vous avez tout le ferraillage, ce qu'on appelle le ferraillage, qui est l'armature d'acier du béton, c'est la connexion de ce ferraillage d'acier et de la matière brute du béton, qui est un alliage de ciment, de sable et de gravillon, qui donne la résistance du matériau. Alors vous voyez comme le ferraillage est important. Par exemple, les 4 fers les plus épais, les plus grands, qui se recourbent ici en fin de voile,
et qui vont rejoindre les aciers issus du poteau qui est dessous, voyez-vous? Tout ça, ça donne la cohésion, la résistance dans l'ensemble du matériau. C'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est ça qui donne la force. Le hasard qui a permis au béton proprement dit, c'est-à-dire à ce mélange de ciment et de gravillon et de sable et à l'acier d'avoir à peu près le même coefficient de dilatation, font que l'ensemble réalise un matériau homogène finalement, travaillant dans les mêmes conditions. Mais son âme mécanique, son armature, tout de même, c'est l'acier. Historiquement, la naissance du béton remonte au 19e, et je crois que le premier élément important, c'est une poutre moulée en béton sur une armature en fer dans une usine de Manchester en 1845. Mais enfin, je crois que c'est une expérience. Parce que à l'époque, oui, c'est-à-dire que là, il y a deux éléments séparés, ce qui au fond est une espèce de régression par rapport au système romain, c'est un point de vue. Oui, c'est-à-dire d'une part, il y a une poutre en métal, et d'autre part, il y a du béton coulé autour pour la renforcer. Oui, mais ils sont enrobés. Le béton enrobe la poutre et travaille avec la poutre. Il y a le travail commun. Donc c'est devenu un matériau... C'est déjà un matériau nouveau, puisque les deux s'associent pour multiplier l'effort, et c'est un ouvrage de franchissement. Oui. Vous voyez, ça c'est significatif. Donc, enfin, la nouveauté, en quelque sorte, c'est que jusqu'à maintenant, il y a juxtaposition, enfin, on peut dire, de l'architecte et sa charpente métallique au plaquage architectural de style. Et là, brusquement, on a un matériau qui est une nouveauté et qui échappe au dilemme précédent. Mais qu'on ne sait pas utiliser, on est très embarrassé. Bien entendu. Et les utilisations, les premières, sont évidemment tout à fait techniques et fonctionnelles avec Hendig en particulier. Mais en revanche, vous avez quelqu'un comme Anatole de Baudot qui présente une solution qui est déjà intéressante. Vous pensez à l'église Saint-Jean de Montmartre? Oui. Où il cherche à unifier les plans en créant des voûtes qui reposent à peu près sur le même système que la voûte gothique. Oui, et puis je crois que l'idée de la tension commune, n'est-ce pas, de l'unicité, si on peut dire, de l'effort et en même temps du modelage de l'espace, est déjà quelque chose qui annonce évidemment ce qui va suivre. Je crois que c'est tout à fait l'inverse de l'utilisation que peut en faire quelqu'un comme Perret. Oui, sans doute. Chez Perret, le béton est esthétique, surtout décoratif. Enfin, on peut dire qu'au fond, c'est à partir des années 1904, 1905, 1906 que vraiment on entre dans une période nouvelle. Aussi bien en France, par exemple, qu'en Suisse, et ensuite dans des pays germaniques. Enfin, même, je pense qu'à ce moment-là, le béton se transforme complètement dans la mesure où apparaissent les premiers dômes et les premières coques en béton. C'est-à-dire, il y a l'exemple très célèbre de la salle du centenaire de Breslau, par Max Berg, qui, je crois, de 1912. Et qui est... entre 12 et 14. 12 et 14, c'est ça. Très extraordinaire comme ouvrage. Je crois. Très extraordinaire. Et en France, il faut attendre 1916 pour voir les hangars détruits d'Orly par Freycinet. Oui, mais là, d'ailleurs, il y a un élément intéressant, c'est que ce sont des hangars montés par éléments, ce qui pose déjà, d'une manière très différente, de problèmes, n'est-ce pas, des éléments de préfabrication, et de préfabrication qu'on pourrait presque appeler lourde à l'avance, n'est-ce pas là, avant que je commette une erreur. Parce qu'il me semble que le béton préfigure justement une orientation nouvelle de l'architecture dans le sens de moyens de préfabrication qui, je crois, pour vous, n'est-ce pas, quelque chose de très important. Ce qui est très sympathique dans le premier âge du béton armé, c'est que tous les problèmes se sont posés en même temps. Il n'y a pas tellement, dans les premières années... il n'y a pas d'évolution historique. On n'a pas commencé à l'utiliser comme ça, et puis comme ceci, et puis après on a évolué. Non, dès le début, tout de même, les ingénieurs qui se sont intéressés, les architectes qui ont confronté ce matériau à la réalité, ont tout de suite abordé tous les problèmes, vous voyez, la préfabrication, le montage par éléments, le béton en continuité, les coques, le béton analytique, poteau copié sur l'ancienne structure charpente métallique, etc. Ça, c'est intéressant. Mais malgré ça, une fois que le foisonnement du début a disparu, on assiste de nouveau à une période qu'on peut dire historique, avec des tranches où le béton armé a d'abord été utilisé de façon analytique, et c'est là que nous commençons à ne pas... Ça commence à ne pas nous plaire, etc. Puis orienté vers les coques, etc. Vous voyez, comme si tout le foisonnement du début n'avait pas existé. En somme, si je comprends bien votre point de vue, votre position, on est sorti vraiment, on peut dire, de la période archéologique du béton, et surtout on a réagi maintenant assez largement contre ce qu'on peut considérer comme une certaine erreur, c'est-à-dire l'assimilation du béton à un matériau rêche, à des formes simplistes,
pour s'apercevoir que la fluidité du béton, sa continuité, permettait au contraire la découverte de grands rythmes qui peut-être représentent ce qu'il y a de mieux dans ce qu'on pourrait appeler le style d'une architecture moderne et son adaptation au paysage. Oui, je crois qu'on peut considérer le béton comme le premier plastique. Et je pense que la découverte du plastique a permis de comprendre que le béton était plastique avant. Mais justement, avant ce matériau. Vous savez qu'on vous reproche un petit peu, à vous en particulier, parents et vous, n'est-ce pas, d'être les représentants d'une thèse, enfin en faveur d'une architecture qu'on appellerait encore lourde, ce qui en somme est la séquelle en quelque sorte de cette position primitive sur le béton, à laquelle on opposerait une architecture dite légère, qui irait évidemment jusqu'au plastique et au gonflable. Oui, mais l'intérêt du béton, c'est de pouvoir, contrairement au plastique et surtout au gonflable, et de pouvoir déterminer un volume, un effet de capacité. C'est-à-dire que justement, en passant du plancher à la façade et à la couverture, on a une possibilité de mouvement et de circulation infinie, alors qu'avec un matériau léger et très, très sommaire, comme les plastiques actuels, on ne peut pas le faire. Le béton, lui, le permet. Il permet ce franchissement, il permet cet effet de capacité. Et là, je crois que les premiers architectes ont utilisé le béton au niveau de l'effet, disons, d'échafaudage. Perret, c'est l'échafaudage de l'architecture, alors que le béton permettait l'effet de capacité et non pas l'effet d'échafaudage. Alors comment vous situeriez, par exemple, le cas de Corbusier, n'est-ce pas, dans cette opération, justement, entre l'échafaudage et la recherche d'une forme? Le Corbusier est un plasticien, pour moi, et même pour nous, je crois. Et en ce sens, il est très mixte. Il utilise à la fois l'effet d'échafaudage et l'effet de capacité au niveau du toit seulement. En ce sens, c'est un homme très limité. On ne peut pas dire que c'est l'homme du béton. On peut le dire parce qu'il en a employé, mais ce n'est pas suffisant. Il ne l'a pas employé au mieux de ses possibilités. Il en a aimé la peau. Ça, c'est vrai quand même. Oui, c'est ça. Il n'a cessé, au point de vue lyrique, au point de vue romantique, au point de vue expression poétique, d'exalter la peau du béton. Ça, toujours. Dire que ce que les gens n'avaient pas appris à voir dans le premier âge du béton, c'est-à-dire la beauté réelle de la matière, de la surface de ce matériau, qui est vraiment un monde, quand vous le regardez, beaucoup plus beau que la pierre, parce que beaucoup plus vivant, et surtout, n'ayant rien de commun à voir avec les matériaux succédanés de revêtement mural, plus ou moins métallique, plus ou moins plastifié, ou plus ou moins aggloméré. Là, le Corbusier a senti ça et l'a exploité. Et nous assistons là-dessus. Par exemple, nous disons couramment que le béton est un matériau qui vieillit merveilleusement, et on peut le constater dans les bonnes atmosphères, par exemple au bord de la mer, où il prend même le lichen, où il prend une coloration, où il se dore, il devient doré, il devient bleu, il devient un matériau qui vieillit. On peut être amoureux du vieillissement du béton. Mais en même temps, pour vous, si je comprends bien, c'est également un matériau éminemment plastique, parce qu'avec lui, vous pouvez en somme vous adapter le mieux possible peut-être au paysage. Absolument. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit le béton armé, mais nous n'avons jamais dit... ce que nous trouvons dans le béton armé, c'est son aspect qui nous plaît. Bien. Son caractère de matériau moulé et la continuité qu'il donne. 1, 2, 3. Mais le jour où les savants, les techniciens inventent un matériau à base de polyester, par exemple, de résine, je ne sais pas, qui donne les mêmes caractéristiques, il n'y a aucune raison pour que nous n'utilisions pas ce matériau-là. Mais actuellement, non. Les autres matériaux proposés sont en plaques ou en petits éléments ou en feuilles et ne présentent pas de qualité évidente. Mais enfin, il y a un fait certain également aussi, que c'est tout de même grâce au béton qu'on a pu découvrir un espèce de nouveau lyrisme architectural sur lequel peut-être certains peuvent faire des réserves. Je pense surtout à l'architecture italienne en particulier. Je pense à un lyrisme plus retenu et plus élégant peut-être d'un certain point de vue, ce qu'on appelle le lyrisme nordique, n'est-ce pas, avec les gens d'ailleurs qui sont à la fois nordiques et américains. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez là-dessus justement un petit point de vue pour nous éclairer, n'est-ce pas, dans ce côté liberté et élégance du béton? Oui. J'allais vous dire, le béton pour nous c'est la liberté.
Oui, je crois qu'on peut dire que le lyrisme dont vous parlez est intéressant seulement. Nous sommes anti-esthétiques. On l'a dit, on l'a répété, pour nous, l'esthétique est une chose qui perd de l'importance au niveau de l'usage. Autrement dit, s'il y a un esthétisme dans l'architecture, c'est celui de la qualité du déplacement des individus dans un volume. Ce n'est pas celui de la contemplation d'un matériau ou d'une façade. Autrement dit, forme et Donc, fonction étroitement associées. C'est cela. Oui, mais alors le mot fonction, pour en parler très longtemps, je préfère qu'on n'en parle pas parce que c'est une idéologie, la fonction. C'est une idéologie momentanée. Donc le lyrisme, pour nous, et je crois que là je traduis notre idée commune, il est un peu une prémonition de ce que pourra être l'usage extraordinaire et réinventé de l'architecture. Ces formes, que ce soit celle de l'Opéra de Sydney, que ce soit beaucoup d'autres, ces formes libres et fluentes, disons, préfigurent ce que pourra être l'habité futur. Autrement dit, vous, par exemple, quand on parle de gens comme Saarinen, comme Kenzo Tange, vous y voyez une espèce d'aventure pour l'avenir. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est une aventure esthétique, puisque c'est essentiellement le toit ou la façade, et que ce n'est pas au niveau de l'usage du volume, l'usage des hommes à l'intérieur de cette architecture. C'est une aventure esthétique, mais qui peut préfigurer une aventure du vécu, une aventure de l'homme dans l'architecture. C'est-à-dire que ces formes extraordinaires qui ne servent qu'à l'écoulement de la pluie, qui ne servent qu'au soleil, par exemple, pour donner une ombre, et puis pour donner un effet de façade avec des défoncés, cet effet-là sera un effet du vécu, et non pas un effet de la visualisation. C'est joli, la lumière il tombe bien parce qu'il y a des décrochements, etc. C'est joli parce que ce grand toit de Tanguay, l'eau coule dessus. Oui, mais l'homme, il n'est pas sur le toit. Vous voyez, l'intérêt, c'est que plus tard, cette libération romantique du toit de Tanguay pourra être une aventure du vécu de l'homme dans son habitation. Il pourra pratiquer ces surfaces. Oui, mais alors que pensez-vous de la position, je dirais presque inverse, l'architecture dite légère et aérienne à la manière d'un Mies van der Rohe, jouant uniquement presque sur l'acier et sur le verre, qui semblerait apparemment une sœur ennemie de l'architecture du béton. Tout à fait, c'est la visualisation. C'est une architecture qui, à mon avis, n'a aucun avenir. C'est une architecture qui a tout axé sur le graphisme, sur une espèce de géométrie purement visuelle, et qui, à mon avis, n'a aucun avenir. Est-ce qu'elle n'est pas pourtant nécessaire dans le ciel des grandes cités où s'accumulent les grandes formes, particulièrement à un moment où, malgré soi, les tours existent encore? Il fallait par conséquent aérer le ciel de la cité. Les villes sont remises en cause. Elles ne fonctionnent pas, et c'est pas avec Mies van der Rohe qu'on va les faire fonctionner. C'est pas avec la transparence des façades qu'on va faire fonctionner l'urbain. Donc le problème des villes se pose, et au-delà de l'esthétisme. Mais vous ne pensez pas non plus qu'il y a un lyrisme inverse de l'architecture transparente? Dans la mesure où il y a une interpénétration des espaces, où il y a une continuité absolue entre l'intérieur et l'extérieur, il y a dans Mies van der Rohe des qualités exceptionnelles. Enfin, à partir de l'exposition de Barcelone en 1929 Seulement au niveau visuel. Toujours le problème. Nous avons maintenant besoin d'une architecture d'usage. Nous avons besoin d'être stimulés par une architecture au-delà du visuel. Nos facultés de nous étonner et d'être heureux, disons, sont absolument absorbées par l'audiovisuel, par la publicité, par tous les moyens de communication. Donc l'architecture ne doit pas jouer ce rôle-là, seulement ce rôle-là. Elle doit jouer ce qu'elle est fondamentalement, le support de l'activité des hommes. Mais je vous pose une question très brutale, très simple en même temps. Est-ce que, au fond, cette solution qui met, je dirais, presque certaines tours face à face, la tour de béton, en simplifiant naturellement, et la tour de verre, est-ce que pour vous c'est une solution dépassée complètement maintenant, qui a été peut-être nécessitée par des problèmes de cherté du terrain, mais enfin, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà, pourtant sans renoncer au problème du béton tel que vous venez de le définir? Si, de toute façon, la tour n'est pas une expression spécifique du béton, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des formes pures et cubistes. La tour est une expression urbanistique qui correspond à un encombrement par rapport à disons, un embasement minimum, mais c'est une expression qui est tout à fait dépassée à notre avis. Et justement, le béton permettrait, puisqu'on l'utilise dans les ouvrages de franchissement, permettrait, dans les échangeurs routiers, etc., permettrait de résoudre l'espèce de dualité qu'il y a maintenant entre deux structures, la structure purement habitable et la structure purement circulatoire, et on le voit dans le plan de Paris avec ces grands échangeurs gigantesques qui sont des espèces de verrues énormes dans une structure purement statique. Le béton, justement, permettrait, avec une autre structure urbaine que la verticale, permettrait de résoudre ce conflit, car il y a un conflit, là, entre ces deux formes.
Il y a un conflit dramatique d'ailleurs. La verticalité, disons ces espèces de statues dans lesquelles on habite, parce que c'est une statue, la tour, le building, c'est une espèce de fixité et de point de repère, ne correspond pas du tout au dynamisme urbain. Mais là, vous posez un problème qui est très vaste, bon, pas m'occuper ici, mais enfin, malgré tout, il faut en tenir compte. Le béton entre en composante de façon considérable dans ce qu'on appelle, de façon très large, ce mot si mal connu, les infrastructures. Oui, oui, et alors là, je crois qu'on pourrait un peu faire un petit rappel historique. On peut dire qu'il y a une actualité des éléments architectoniques. On peut dire, par exemple, dans le passé, disons dans l'Antiquité, on a mis en valeur les porteurs. Et puis ensuite, en simplifiant beaucoup, on a mis en valeur au Moyen-Âge le toit. Et puis ensuite, à l'âge classique et au XVIIIe siècle, on a mis en valeur la façade. Eh bien, je crois que notre époque mettra en valeur l'infrastructure, c'est-à-dire le plancher, le support, le niveau. Et je crois que là, le béton a un grand rôle à jouer, justement parce qu'il est porteur et parce qu'il est franchissant. Oui, c'est ça, vous voyez. Oui. C'est ça. On a un des caractère essentiel du béton armé, c'est l'emploi du porte-à-faux, c'est le franchissement. Au stade de la poutre, comme au stade de l'immense ouvrage d'art, le pont, le béton, par l'emploi, la projection dans l'espace de ce qu'on appelle le porte-à-faux, le truc qui porte à faux, comme ça, est en franchissement. Alors, il faut se servir de cette spécificité-là dans la ville. Vous voyez, c'est pour ça le problème de la tour ne se pose plus. Il y a une sorte de prémonition dans le béton armé qui indique qu'avec ce matériau-là, on va pouvoir complètement modifier les structures spatiales urbaines. Complètement. On va les faire en franchissement au lieu d'être en statique. Oui, mais vous prononcez d'ailleurs un mot très important, le mot spatial. Et justement, est-ce que ce mot ne serait pas aussi une clé pour faire comprendre le fait que le béton n'est pas seulement, comme souvent on le croit, un moyen de technique moderne, mais est également un aspect, peut-être comme tout à l'heure vous le disiez, n'est-ce pas, de ce besoin de sensualité. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, de cette réalisation relativement récente de la salle de concert, n'est-ce pas, d'Helsinki, enfin, du projet salle de concert d'Helsinki d'Aalto, n'est-ce pas, qui est une solution, justement, phonétique, on peut dire, dans laquelle le béton a un rôle à jouer. Est-ce que vous pensez qu'il y a là quelque chose de capital? Est-ce que vous voyez une critique à apporter, par exemple? Pas une critique, mais un complément d'information. Disons que Alto s'est préoccupé dans la salle de concert et c'est tout à fait normal. Là, dans ces mouvements particulièrement qui donnent un effet évidemment qu'on pourrait appeler presque expressionniste par moment, qui en réalité est fonctionnel par rapport au côté phonétique. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette valeur, cette place du béton dans l'ordre ensemble de la vie elle-même? La salle de concert d'Alto est fonctionnelle au niveau phonique, au niveau des sons. Elle se préoccupe essentiellement de la diffusion des sons. Elle a beaucoup de respect pour les sons et pour la musique, etc. Mais au niveau, et je regarde le niveau utilisable, l'infrastructure, le plancher, au niveau, disons, de la phonique humaine, si l'on considère que le déplacement des hommes est aussi une continuité, est aussi une diffusion de corps dans un espace, alors là, c'est pas résolu du tout. Pas du tout. Autrement dit, il y a une césure absolue entre les sons qui sont exaltés par les coques, par le toit, par l'enveloppe, mais au niveau du déplacement des auditeurs, de leur déplacement et même de leur stationnement dans l'espace, de leur façon d'être assis, alors là, il n'y a rien du tout. Autrement dit, l'homme est oublié. En somme, presque paradoxalement, si je reprends, vous avez fait allusion à quelques articles récents qui ont paru, n'est-ce pas, sous votre signature, presque paradoxalement, vous estimeriez au fond que, en ramenant le problème évidemment à un élément symbolique, pour un peu, ce serait le blocos qui représenterait une sorte de solution de perfection, aussi bien au point de vue, n'est-ce pas, de la concentration que peut-être même de la réflexion des sons. Non, absolument pas. Le bloco, c'est une chose effectivement qui m'a beaucoup préoccupé, mais c'est une architecture, c'est une infra-architecture, c'est une architecture du passé, c'est une architecture qui représente la protection de l'homme essentiellement, c'est-à-dire c'est l'architecture vêtement. C'est une architecture qui se préoccupe essentiellement de recouvrir l'homme. Et en ce sens, elle est très, très ancienne, elle remonte aux cryptes, elle remonte aux tombeaux, elle remonte à tout ça. Et là, ce qui m'intéressait dans le bloco, c'était justement cette persistance depuis la crypte, le tombeau, à travers l'architecture religieuse, à travers une certaine forme du vêtement, car le vêtement est une architecture portable, jusqu'à nos jours, son expression, qui est le bunker, qui est le blocos. Mais c'est le passé de l'architecture. L'architecture n'est plus introvertie, maintenant elle est extravertie.
Elle s'ouvre non plus à la claustration, mais au déplacement, à la circulation. Autrement dit, il y a deux pôles extrêmes. Il y a l'architecture cryptique qui est celle du revêtement, de la protection, de la matrice originelle. Et puis, il y a l'architecture infrastructurelle qui est celle du plancher, du support et de l'urbain et du déplacement sociologique. Mais est-ce qu'il n'est pas dans la nature même du béton d'être un matériau qui enferme un espace, qui le clôt, enfin qui donne cet aspect d'étouffement du blocos? Non, c'est une forme. Non. C'est une forme momentanée. Ce qui est frappant dans le béton tel qu'il est utilisé actuellement, c'est son caractère statique, c'est son caractère définitif et presque hostile, qui s'oppose à une architecture de lumière, comme celle qu'on a conçue industriellement depuis quelques années. Non, moi je suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire architecture de lumière? L'architecture n'est pas de lumière. Qui soit la lumière en communication. Ah non, je ne pas ça du tout. L'architecture de lumière, ça n'existe pas, c'est un mot. La lumière entre dans l'architecture d'une certaine façon, quand on fait des trous dedans, pour qu'elle pénètre. Ça n'a rien à voir, c'est un mot de fausse poésie, ça. Alors pourquoi ça? Les rapports entre l'architecture et la lumière sont déterminés par la spatialité inhérente à la proposition architecturale qu'on fait. Ça, c'est le métier de l'architecte. L'architecte travaille sa spatialité, son espace. C'est ça son truc. Il le travaille en partie avec la lumière qui vient de l'extérieur, en partie avec la structure intérieure qui, elle, est utilisable par l'homme pour marcher, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça le problème. On ne sort pas de là. Il faut revenir à l'idée de base, tout à l'heure, qui est fondamentale, de l'actualité d'un élément architectonique. Car ça, on n'en sortira pas. La poutre, le toit, la façade, le niveau, l'infrastructure. Voilà, on en est là, nous en sommes là. Le bunker était pour moi une recherche du passé, très intéressante d'ailleurs, qui comporte beaucoup de choses, mais c'est le passé. Maintenant, c'est le niveau. Et le béton, là, en tant que possibilité de supporter des charges, en tant que possibilité de franchir des distances et des espaces, est fondamental et prémonitoire. Voilà. Il prélude de nouveaux matériaux qui pourront le remplacer dans ces mêmes caractéristiques. Et puis par cette fluidité, c'est en somme qui permet pour vous le mieux définir justement cette continuité spatiale, cette invention spatiale. Il est coulé comme la circulation s'écoule. Vous comprenez? Il y a un rapport entre l'essence du matériau et l'essence, disons, de l'usage. Ce qui n'est pas d'ailleurs le fonctionnel. C'est beaucoup plus profond que le fonctionnel. Oui, à beaucoup de titres, ce matériau, il est dans la réalité présente et il est dans l'orientation du futur. À beaucoup de titres. On a parlé, vous avez eu l'audace de parler de matériaux hostiles en parlant du béton. Pourquoi? C'est un jugement. Qui vous autorise à dire que le matériau est hostile, que le béton armé est hostile dans sa définition? Pas du tout. Non, mais pas du tout. Excusez-moi de vous interrompre, parce que certains architectes, je n'aimerais personne ici, utilisant très largement le béton en quelque sorte, n'est-ce pas, ont eu une espèce de pudeur à la dernière minute en revêtant, n'est-ce pas, le béton de toutes sortes de couleurs ou plaques, etc., ce qui évidemment semble en contradiction. Mais ils ont C'est pour ça qu'évidemment... Oui, mais ce sont des données commerciales. Ce sont des données commerciales. Tout à l'heure, vous avez parlé de style, puis vous avez parlé un peu avant de sensualité. Bon. Là aussi, le béton est prémonitoire. Le béton, dans sa tactilité, dans sa présentation à l'homme, c'est un matériau viril, c'est un matériau rude, qui accroche, qui a une vie, une matière. Il accroche pas que la lumière, il accroche aussi la peau, si on y prend garde. Voilà, il a une présence. Le béton impose sa présence. Dans un siècle où les gens n'aiment que le coussin, le duvet et le velours frappé, il est certain qu'ils ont, au départ, une espèce d'inquiétude vis-à-vis de ce matériau-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à la surface polie, au joli, au truc qui ne fait pas mal et qui est accessible immédiatement, dans l'immédiateté. Voyez? C'était une émission de Jean Rudel, réalisée par Éric Romer, avec la participation de François Loyer, Claude Parent et Paul Virilio.